Bonsoir à toutes et à tous, vous regardez Bienvenue en Ile-de-France sur le Figaro TV. Comme tous les jours dans cette émission, on traite ensemble des sujets qui vous concernent, qui vous intéressent et qui parlent de l'Ile-de-France. Hier, c'était impossible de louper l'événement, les hélicoptères dès 8h du matin qui tiraient les derniers flemmards du lit, les coureurs dans le métro qui se rendaient sur la ligne de départ, les premiers qui s'échauffaient dans la rue, les rues fermées justement pour respecter le parcours du marathon de Paris. Ils étaient 60 000 cette année à s'élancer pour 42,195 km. Pour la moitié d'entre eux, c'était la toute première fois. Un événement qui cache un véritable phénomène qu'on ne peut plus nier. C'est la course à pied mania. J'ai des adeptes en plateau et on décrypte cette folle journée et ce phénomène, cette tendance ensemble. En culture, des soirées exceptionnelles sous la pyramide du Louvre où les danseurs du ballet de l'Opéra de Paris et les Étoiles vont se fondre dans les corps sculptés de Rodin pour un dialogue poétique et musical absolument unique. On en parle tout à l'heure. De l'histoire enfin avec la folle histoire de la manufacture de Sèvres, intimement liée à la famille Rothschild. Ça sera tout à l'heure dans la rubrique Histoire. Plus de 13 millions de Français courent. C'est un véritable phénomène de société qui s'est illustré hier par la participation de 60 000 coureurs au très attendu Marathon de Paris. Il y avait les champions, les habitués, les joggeurs du dimanche. Tous avaient une folle raison de participer et une grande envie d'en être. On va parler de cet événement, du Marathon de Paris évidemment, de ceux qui ont remporté ce marathon et puis de ce que ça dit de nous et de ceux qui s'impliquent. Ronan Planchon, vous êtes journaliste au Figaro. Merci beaucoup d'être avec nous. Pierre Licia, conseiller d'hiver droite de Paris. Fabrice Moulin, directeur du tourisme Choose Paris Région. Isor Delay, vous êtes traileuse, étudiante en médecine. Et on va tout de suite raconter pourquoi vous êtes en robe aujourd'hui, parce qu'on veut briser le suspense d'emblée. Alors j'ai couru en robe le marathon de Paris hier pour donner de la visibilité aux soins palliatifs pour laquelle je collecte des dons. Donc la robe, c'était pour qu'on se dise qui est cette jeune femme formidable qui court plus de 42 km dans une robe qui est certes très jolie, ça vous va très bien, mais pas hyper confortable pour courir 42 km. C'est ça. Donc vous avez relevé le défi Oui. Et en relais, vous appelez pour cette cause à plus de visibilité, plus d'intérêt. Quel était l'objectif pour vous? D'en parler? Oui, c'était d'en parler, de faire un gros big up et aussi d'avoir davantage de dons à la collecte que je mène pour l'association Et les Bords qui finance et qui monte des projets en soins palliatifs. Et tout ça. Mission réussie. Oui. 60 000 participants au départ, avec cette année près de la moitié qui participaient pour la première fois, symbole assez incroyable de cette activité qui est devenue une lubie, une passion, une mode, un vrai phénomène. Ronan Planchon, hier, avant de vous lancer dans ces 42 km, vous avez publié un papier très lu sur le Figaro, Marathon de Paris 2026, comment je suis devenue un type insupportable qui pratique la course à pied. Comment ça vous est arrivé, cette folle histoire? Déjà, comme je le dis, j'étais déjà insupportable initialement. Maintenant, je suis un type insupportable qui pratique la course à pied. Non, mais rien d'extraordinaire. Vraiment comme des milliers, des milliers de gens. À savoir que j'étais en léger surpoids. Je pratique une activité professionnelle assez sédentaire. Et je me suis dit, il serait peut-être temps de se bouger un jour. Et puis, vous êtes tombé dedans, quoi. Et puis, j'ai commencé à courir de façon très pragmatique. Parce que je me suis dit, j'avais pas beaucoup de temps, qu'il fallait bien éliminer les calories. Donc, comment je vais faire? Je vais courir. Et puis je me suis pris au jeu. Donc on peut se prendre au jeu. On peut se prendre au jeu, exactement. Parce que moi je trouve ça atroce. Oui, mais c'est toujours atroce au départ. Ah ouais. Puis l'avantage de la course à pied, c'est, je pense que les personnes en face et à côté de moi peuvent le dire, c'est que quand on commence à s'y mettre régulièrement, on progresse très vite. En fait, on voit très vite les effets d'une pratique régulière de la course à pied, ce qui est extrêmement encourageant. Ouais. On dit toujours que la course à pied est un sport ingrat. Moi, je ne crois pas. Au contraire, je pense que c'est un sport qui a le mérite de récompenser assez facilement les efforts fournis. Et donc, c'est assez valorisant pour soi-même. C'est assez motivant. Et donc, voilà, j'ai commencé. J'ai jamais arrêté. Et, vous avez décrit quelque chose d'intéressant qui, au départ de votre envie de courir, c'est de faire un travail assez sédentaire, d'avoir peu de temps disponible dans la journée pour la pratique d'une activité physique. Il faut que ça soit simple, il faut que ça soit efficace, il faut que ça soit pas trop contraignant. Et puis en même temps, finalement, ça permet de prendre l'air, ça permet de se vider la tête. C'est ça aussi qui explique le succès de ce phénomène, selon vous? Oui, évidemment, c'est non seulement très facile d'accès, c'est financièrement très accessible également, et puis on peut en faire, on peut en faire quand on veut. On est juste à enfiler des baskets en rentrant chez soi, peu importe l'heure, peu importe le temps.
et puis c'est parti. Pierre Licia, vous aussi, vous êtes tombé dedans. Vous avez couru le marathon de Paris hier. Je précise qu'Emmanuel Réouard était sur la ligne de départ, mais lui n'a pas couru tout le marathon. Il a eu le mérite au moins de faire les premiers kilomètres. Tout à fait. Et on ne peut pas lui retirer ça. C'était sympathique d'avoir le nouveau maire de Paris au départ du marathon. Alors moi, je suis parti dans un sas où finalement, au moment où je n'étais toujours pas parti, le premier était déjà arrivé. Ronan très certainement qui suivait très rapidement après. Parce que, ça a mis le départ des sas, 60 000 coureurs à faire partir. Du coup, c'est quelque chose. On attend un petit peu dans les sas. Mais une fois qu'on est parti, après, pour moi, j'ai mis plus de 4 heures. Donc, j'ai vu quand même, je suis dans le peloton moyen du coureur. Voilà, c'est 4h10, je crois. Moi, j'ai une admiration sans borne pour ceux qui ont fait ce marathon, peu importe la durée qu'ils ont mis pour y arriver, parce que je trouve que c'est hyper courageux et puis c'est assez incroyable. Ça décrit quand même un phénomène de société. Je le disais tout à l'heure. On va reparler évidemment des causes pour lesquelles on s'engage, parce qu'il y en a beaucoup qui ont été mobilisés par des associations pour des causes solidaires. Ils couraient pour leur maman, ils couraient avec une amie, ils couraient au nom de quelque chose. Vous, qu'est-ce qui vous intéresse dans la course? C'est quoi le déclencheur? J'ai parlé tout à l'heure de course à pied mania, mais c'est vrai. Alors moi, j'ai un profil assez similaire à celui de D'accord. Ronan, donc sédentaire, beaucoup de boulot, pas trop de temps. Ouais, et puis manque d'activité physique. Et au-delà du fait de se dire la course à pied, finalement, on se rend compte qu'on progresse très vite. Oui, c'est vrai, il y a un côté du coup assez stimulant. À la fois, on progresse très vite, mais on arrive aussi à un plafond assez rapidement, qui peut être parfois... Alors, soit on augmente les... vous n'êtes pas d'accord? Non, mais enfin... Oh là là, il y a une bataille de que j'en ai, moi, c'est vrai jogger que mania. Je me lance pas dans des séances de fractionnés. J'ai une pratique vraiment au feeling de la course à pied. Hein. Je cours quand j'en ai le temps. Et finalement, je suis plus intéressé par le côté sportif sans le côté performance. Et moi, je me suis lancé, en fait, le déclic, c'est que j'ai passé les 100 kilos. Un beau jour, il y a 2 ans, je me suis rendu compte que je dépassais les 100 kilos sur la balance. Et je me suis dit, clairement, c'est pas mon poids de forme. Et donc, je me suis dit, comment faire pour brûler un maximum de calories? Je vais aller courir. Possible, je vais aller courir. Et donc, j'ai commencé à courir uniquement pour ça, dans un premier temps. C'était vraiment, perte de poids et puis santé au global. Donc, effectivement, on se rend compte qu'on progresse assez vite, mais on se rend compte, et c'est là où vraiment j'encourage tout le monde à pratiquer la course à pied. Ah non, stop, il y en a déjà trop. Non, mais on se rend compte du bien que ça fait pour la santé, pour soi-même. Vous vous sentez mieux? Très rapidement. C'est-à-dire que j'avais tout le temps mal au dos. Pourtant, je suis pas... on va poser la question à notre kiné. J'avais tout le temps mal au dos. Tous les 2 mois, j'étais chez l'ostéo, des lumbagos, etc. Et là, c'est fini? C'est fini. Depuis que j'ai repris la course, commencé et repris, c'est fini. J'ai plus mal au dos, j'ai plus de problèmes de sommeil. Il y a énormément En fait, on va mieux, tout simplement, on va mieux. Je vois tous les coureurs qui acquiescent et qui me font des grands... Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. On va demander à notre kiné en visio, Stéphane Fabry. Vous êtes spécialiste en kiné du sport et vice-président de la FFMKR. Est-ce que c'est vrai que le jogging, ça fait du bien au dos, ça dérouille, ça fait du bien au corps, on se sent mieux et on est en meilleure santé? Moi, j'ai toujours entendu que si c'était mal pratiqué, on pouvait se faire hyper mal au dos, justement, et notamment aux genoux. Alors, en fait, c'est vrai que la course à pied, comme l'activité physique et le sport en général, est quelque chose avec énormément d'effets positifs. On sait aujourd'hui que le muscle a une dominante mécanique, ça permet de faire du mouvement, mais ce qu'on explore de plus en plus, c'est la dominante métabolique du muscle. Et donc, le muscle permet de sécréter des opioïdes centraux, qui sont des vrais médicaments, hein, les mêmes médicaments qu'on peut trouver dans une pharmacie. Donc, on peut sécréter, nous, naturellement, dans la pratique sportive, ces médicaments qui permettent, du coup, de nous épargner de beaucoup de problèmes qu'on peut retrouver chez le sédentaire, que ça soit des problèmes de dos ou des problèmes articulaires. Donc, l'activité physique est quelque chose de très valorisant pour la santé des personnes, c'est vrai. Merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ce point. Je reviens sur ce marathon de Paris qui était un moment très attendu parce que ça fait partie des dates qu'il ne faut pas louper. C'est une grande fête à chaque fois, un marathon dans une ville comme celle qu'on connaît. Et puis c'est vrai que c'est le théâtre aussi de la mise en lumière de Paris. C'est un moment important en termes de tourisme? Oui, tout à fait. On a 60 000 personnes. Il y en a un tiers qui sont des touristes internationaux. Le marathon, c'est un événement sportif qui est très important pour Paris et sa région, de la même manière qu'on a vu que les JO étaient une vitrine. Ah, vous le comparez aux JO?
Oui, parce que c'est une vitrine du patrimoine aussi, de la culture, de la nature aussi, de notre destination, qui est vue par le monde entier. À la fois ceux qui courent, évidemment, ceux qui regardent et qui viennent pour voir cet événement, qui le vivent. Ceux qui accompagnent, on les a vus, ils étaient nombreux. Ceux qui le regardent à la télé. Et comme il a été dit, c'est vrai que sur des réseaux sociaux, par exemple, on fait des publicités, on parle de grandes causes, mais il y a aussi sur les réseaux Instagram les images de Paris, de la capitale de l'Île-de-France, qui apparaît aussi à l'international. Donc c'est positif pour l'image de Paris. C'est une carte postale en mouvement avec 60 000 personnes, dont j'ai dit un tiers d'étrangers, des Américains, des Anglais, tout d'abord des Américains. On a le temps de profiter du paysage pendant qu'on court ? Oui, et Paris, c'est pas n'importe quel paysage. C'est vrai qu'on a quand même drôlement de la chance avec ce cadre magnifique. Vous me parliez, des Américains, des Anglais, des Anglais, touristes des principaux Américains. Parmi les... Il y a 130 nationalités en tout. Donc le monde entier vient pour cet événement-là. Est-ce qu'on prolonge un peu son séjour quand on vient pour le marathon de Paris ? Ce sont des séjours effectivement qui sont plutôt longs, plutôt plus longs que des séjours touristiques classiques. Comme vous le disiez, on a ce qu'on appelle des primo-visiteurs en tourisme, des primo-pratiquants pour le marathon. Donc pareil, ce sont des gens qui découvrent aussi à la fois l'activité et la destination en venant pour ce marathon. Et comme je disais, on est dans une terre d'événements, et ces événements, notamment sportifs, sont des moteurs de l'attractivité touristique. On continue à parler de ce phénomène. Vous écriviez, Ronan, hier, par ces gens, j'entends ce cousin qui refuse désormais un verre de vin parce que demain matin, c'est sortie longue. Cet ami qui enfile un gilet d'hydratation pour faire 3 fois le tour du parc, ou ce voisin tout content d'expliquer que son dernier footing en zone 2 a été hyper bénéfique pour sa base aérobie. C'est génial parce que ce que vous décrivez, c'est qu'il y a un lexique, il y a une communauté, on se comprend, on se reconnaît, il y a des équipements. En fait, finalement, on fait corps quand on fait partie de cette grande famille des coureurs. Oui, c'est une jolie façon de le dire. On pourrait dire que c'est une secte aussi, d'une certaine manière. Mais oui, il y a tout un... je pense que quiconque pratique la course à pied depuis un petit moment voit très vite son vocabulaire infusé de nouveaux termes et d'une nouvelle terminologie qui peut paraître assez lointaine pour le commun des mortels. Vous parliez des équipements aussi. Effectivement, il y a aussi tout un business autour de la course à pied. Je pense que personne ne me J'habite au sud d'un magasin qui vend des baskets pour la course à pied. Je peux vous dire qu'il y a de plus en plus de monde devant et c'est absolument incroyable de voir ces gens s'entraîner avec des petites protections en plastique en dessous pour ne pas abîmer les dites chaussures. Exactement. Et puis ce business est quand même aussi alimenté par pas mal de marketing. Et moi, c'est aussi ce sur quoi j'ai voulu... ce dont j'ai voulu parler dans mon papier, c'est d'ironiser un peu sur le marketing qui est parfois un petit peu ridicule et qui incite évidemment les gens à toujours plus s'équiper, à acheter toujours plus de chaussures. Ils étaient bien équipés justement les gens hier au marathon de Paris, vous avez trouvé ? Parfois un peu trop. Moi j'ai tendance à dire que parfois le gilet d'hydratation n'est pas toujours nécessaire, que des chaussures à 300 € quand on est quelqu'un avec un niveau relativement modeste, ça me paraît pas forcément nécessaire non plus. Il ne faut pas oublier que la course à pied, c'est on sort de chez soi, on enfile une paire de baskets, un t-shirt, et je pense que c'est mieux si ça reste assez sobre. Voilà. Sachant que certaines sont capables de le faire dans une tenue non conventionnelle au possible. C'était pas trop dur, ça vous a pas trop entravé ? Ça a été. J'avais déjà couru 10-12 km en robe de balle, pas avec celle-ci, une autre qui était un peu plus lourde. Là, honnêtement, elle était très légère et sur certaines de mes sorties longues, j'étais même plus lourde que pendant le marathon hier. Ok, donc finalement, c'était optimisé tout ça. Oui. Et vous êtes traileuse, donc c'est encore différent. Oui, différent. La plupart du temps, je monte et je descends des pentes, soit à Montmartre ou à Vincennes en général. Et là, c'était hyper facile pour vous. Bah oui et non. Je plaisante bien sûr. En soi, sur la distance, je me prépare pour des ultra-trails, etc. Donc j'ai l'habitude de faire ce genre de distance. Après, là, c'était mon premier marathon. Et ce qui est différent, c'est qu'on active toujours les mêmes muscles de la même façon. Du coup, c'est assez traumatisant. Le bitume, c'est beaucoup plus dur que la terre. Donc il y a quand même un pan articulaire, surtout que j'ai des problèmes de genoux, etc. Donc il faut que je fasse attention. Et aussi, la gestion de la nutrition n'est pas la même.
c'est beaucoup plus facile de manger sur des trails où on marche en montée, etc. Sur du bitume, avec tous les impacts, c'est un petit peu plus désagréable, j'imagine, oui, en effet, de s'alimenter correctement. Est-ce que, quand on a une cause comme ça, pour laquelle on court, vous, c'était de parler des soins palliatifs, de les mettre en lumière, de récolter des fonds. On est dépassé, finalement, par ce qui se passe. On le fait pour autre chose que pour soi, et donc on le fait pour cette cause-là, et du coup, ça nous pousse à aller encore plus loin et à se dépasser. Oui. C'était assez fou hier, puisque vraiment tous les supporters m'encourageaient. Et spécifiquement, en général, les supporters disent « Allez, les coureurs, etc. » Là, c'était « Allez la princesse, allez la reine, allez Miss France !» Trop bien. Et je me sentais directement impliquée et ça m'a énormément portée. Oui, ça vous a poussé. Surtout que je n'étais pas préparée spécifiquement pour le marathon. Donc, je n'étais pas forcément très en forme non plus. Et ça m'a aidée à le terminer. Vous avez fait ça magnifiquement. Des opérations comme celle de Mademoiselle, c'est assez génial aussi parce que ça a fait le tour des réseaux sociaux. Moi, j'ai vu la vidéo où vous courez des dizaines et des dizaines de fois. Oui, c'est aussi pour ça qu'on parle du marathon de Paris. Effectivement, ce type d'événement permet d'avoir une image à travers les réseaux sociaux qui montre à la fois la ville, à la fois les coureurs, et ça montre aussi de la joie, de la bonne humeur, une ville qui est vivante. Et donc ça donne une bonne image de notre destination et on a envie d'y aller et de vivre aussi ces expériences. C'est aussi des expériences sportives et touristiques et même culturelles. Et solidaires. Et solidaires, et tout à fait, exactement. Ça montre une ville également et des habitants qui sont solidaires. Pierre Licia, parmi ceux qui couraient, il y avait de nombreuses associations. J'ai vu des amis qui couraient ensemble pour soutenir la maladie d'un tiers. J'ai vu une maman qui courait avec sa fille, elle aussi atteinte d'une maladie grave. J'ai vu des personnes essayer de récolter des fonds pour un voyage solidaire. Et j'ai vu des soldats ukrainiens blessés en fauteuil, guidés par un ingénieur parisien qui les avait lui-même aidés à designer les fauteuils. Donc c'est l'innovation à la française au service du soutien à ceux qui se battent sur le front en Ukraine. C'est assez incroyable aussi de courir avec des gens qui ont ces causes-là au cœur. Effectivement, l'avantage du marathon, il y a assez peu de compétitions sportives finalement qui sont ouvertes aussi bien aux athlètes professionnels qu'aux tout venants. Et donc ça vous donne à la fois une compétition sur laquelle tout le monde peut s'aligner sur la ligne de départ et par conséquent avec une visibilité qui est nationale voire internationale. Et donc du coup, lorsque vous avez des causes à porter et à défendre, c'est votre cas, ça vous permet d'avoir une tribune assez phénoménale. Et effectivement, derrière, moi j'ai eu l'occasion de croiser Serge Le Lapin de la RATP, je ne sais pas si vous l'avez croisé, qui, voilà, je ne sais pas s'il a terminé son marathon, mais il avait l'air de souffrir un peu au 37 km. Ça ne devait pas être facile. Il devait avoir chaud à l'intérieur. J'ai croisé quelqu'un qui était habillé en Napoléon, en costume. Voilà. Puis, oui, celui qui allait qui avait une réunion, après ça c'est le running gag, tout à fait. Il est allé beaucoup plus vite que moi, donc je pense qu'il était plutôt sur votre sas que j'ai de départ. que j'ai déjà vu sur plusieurs courses, qui est également humoriste, chouette personnage, Axel Rampioni. Exceptionnel. Et c'est vrai que ça fait parler du marathon de Paris. Ça fait parler du marathon. Et ça permet de passer un moment aussi de convivialité. On se rend compte qu'on court, évidemment, on court pour son temps, on court pour soi, mais on court aussi pour être ensemble. C'est une fête, hein, vous l'avez dit, mais pour le coup, c'est une fête. Vous avez, sur les 42 km et quelques, vous avez des animations assez régulières qui font que soit des fanfares, soit des orchestres, évidemment les Parisiens qui sont... Est-ce que c'est comme ça à tous les marathons ? Ou c'est spécifique au marathon de Paris? C'est vraiment une question que je me pose. En tout cas, sur le marathon de Paris, il est déjà moins cher que les autres marathons. D'accord, donc plus accessible. Plus accessible par rapport au prix d'entrée. Donc déjà, comme le disait Pierre, il y a quand même des publics qui sont plus mélangés. Oui. Et il y a beaucoup d'animations, effectivement, comme il y avait, je l'ai dit, sur les JO aussi, et des gens qui viennent spécialement pour ça et pour partager en fait cette joie autour d'un événement sportif. On le voit aussi avec le Tour de France. Quand le Tour de France vient dans notre région, vient à Paris, vient à Montmartre, l'ambiance on a est assez une géniale. ambiance festive. J'aimerais qu'on redonne la parole à notre kiné Stéphane Fabry. Je rappelle que vous êtes spécialiste en kiné du sport. J'aimerais quand même qu'on revienne sur... Parce que là, on décrit une grande fête, on en parle de manière très positive. J'imagine qu'il y a un certain nombre de recommandations à faire pour ne pas se faire mal, notamment quand c'est son premier marathon, parce que c'est quand même hyper exigeant pour le corps. C'est quoi les erreurs de débutants à ne pas commettre ? Les erreurs de débutants, c'est tout simplement d'aller trop vite.
de négliger la préparation, de négliger la récupération. En fait, le corps s'adapte aux contraintes. Donc, c'est vrai que vos intervenants autour de la table ont probablement fait, ou on va dire, pratiqué la course de manière progressive. Et la notion de progressivité est importante parce que sinon, quand on augmente trop brutalement l'intensité de l'effort, le corps n'a pas le temps de s'adapter. Donc, il peut y avoir des problèmes tendineux, il peut y avoir des problèmes osseux, il peut y avoir des problèmes musculaires. Et donc, dans ces cas-là, on arrive rapidement avec ce qu'on appelle des ruptures de contraintes d'effort. Le corps ne suit plus et ça évolue après, malheureusement, vers des pathologies micro-traumatiques, souvent, qui nécessitent l'interruption. Après, ce qu'il faut aussi pas négliger, vous en avez parlé, c'est le chaussage et tout ce qu'on pourrait appeler les technopathies du sport, qui sont liées un peu à l'environnement, que ce soit le chaussage, que ce soit l'hydratation, que ce soit l'alimentation et bien sûr le sommeil. Le sommeil est un élément fondamental pour la récupération et comme aller essayer de faire un marathon est quelque chose qui nécessite un peu de temps de préparation, le sommeil est quelque chose vraiment de très important pour se préparer à un marathon. Vous venez d'utiliser un terme qui va intéresser au moins 3 des personnes en plateau. Vous avez parlé de récupération. Comment est-ce qu'on récupère d'une épreuve physique comme celui d'hier, comme celle d'hier, pardon, un marathon de 42 et quelques kilomètres? C'est pas rien quand même pour le corps. Ouais. En fait, la récupération, souvent les personnes qui font des marathons, ils en font pas toutes les semaines. Ils ont quand même des temps de récupération importants. Donc, il y a d'abord le temps entre les 2 épreuves qui est important. Et puis, en plus, au niveau de la récupération, alors il peut y avoir plusieurs techniques, comme des techniques, mais ça, c'est plus pour les sportifs de haut niveau, d'utiliser des bains froids pour vraiment après créer des chocs thermiques et permettre en fait aux sportifs de récupérer plus rapidement. S'il y a une épreuve qui intervient assez tôt dans la saison, mais on le voit surtout pour des sports collectifs. Mais pour le marathon, en termes de récupération, après, ça va être avoir une activité physique un peu moins importante, de manière à faire fonctionner l'appareil circulatoire et qui permettent aux structures peut-être qui ont été un petit peu malmenées de cicatriser, par exemple, comme le muscle. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour récupérer? Est-ce que vous êtes fatigué déjà? Honnêtement, hein, on ne triche pas. Hier soir, oui, et une bonne nuit de sommeil fait que finalement, on se remet assez vite dans la semaine qui démarre et ça va. Ok. Alors, Ronan? moi, oui, très, mais je ne sais pas si c'est davantage lié au marathon ou au fait que j'ai un peu fait la fête ensuite. Vous avez bien raison, vous avez bien raison. Peut-être les deux. Oui, je suis fatigué. Alors moi, je suis hyper en forme. Oh là là, mais c'est mon rêve d'être dans votre état après un marathon. Donc, relativement en forme, malgré les efforts fournis. Et j'aimerais vous poser une question un peu plus politique. Emmanuel Grégoire qui proposait un marathon sur le périphérique parisien, en plus du marathon de Paris, on le précise. C'est de l'idéologie ou c'est une bonne idée? Pourquoi vous me regardez moi Je sais pas. Répondre à cette question. C'est gratuit. Alors, je note que l'an dernier, Emmanuel Grégoire avait fait la même proposition. Il a fait une tribune presse qui était, où il voulait qu'une portion du marathon de Paris qui soit courue sur le périphérique. Il était alors en campagne. C'était pas une proposition qui, de mémoire, a suscité un très, très fort engouement, aussi bien de la classe politique que des participants au marathon. À titre personnel, je n'y vois strictement aucun intérêt. Peut-être que je me trompe. Je pense que les axes de circulation qui sont assez grands, assez monotones sur un marathon sont les pires moments de la distance, que ce soit Bois de Vincennes ou Bois de Boulogne, qui sont vraiment ces longues allées où on n'en voit plus le bout. Je pense que c'est le pire quand on fait le marathon de Paris. Se retrouver sur le boulevard périphérique, ça serait un peu rude. Hein. Je trouve que je n'y vois pas trop l'intérêt. Et donc je ne peux pas m'empêcher d'y voir un tout petit peu d'idéologie pour acclimater l'opinion au fait que finalement le boulevard périphérique n'est pas
un axe qui est emprunté par 1 million de véhicules par jour, et donc un axe structurant de circulation d'Île-de-France, hein, pas simplement pour Paris, mais pour toute l'Île-de-France, et qui, du coup, demain pourrait devenir une forme de grande avenue où il y aurait des passages piétons, des feux rouges et puis des aires de jeu ou des aires sportives. C'est ce qu'a le maire de Paris en tête. C'est ce qu'il a en tête, c'est pour ça que je pense que j'y vois un tout petit peu d'idéologie derrière cette proposition. Après, il semblerait que la proposition concerne du coup une épreuve tout à fait indépendante à pied sur le boulevard périphérique. Moi, je l'invite du coup à courir ce qu'on appelle le trail du Tour de Paris. Là, c'est sur les maréchaux, il n'y a pas besoin d'aller sur le périphérique, et tout le monde peut le faire. Ça m'est déjà arrivé de le faire. Ça fait 35 km et vous faites tout le Tour de Paris en passant par les portes, ce qui permet du coup de voir l'importance qu'il y a pour le maire de Paris de réaménager certaines des portes de Paris plutôt que le périph'. Ça ferait venir du monde d'un point de vue touristique, un marathon de Paris bis? Alors, je ne suis pas sûr que ce serait la plus belle carte postale touristique qu'on puisse donner, mais par contre, si on devait créer un événement à côté du marathon de ce type, on pourrait aussi avoir un marathon qui relie l'Île-de-France et Paris, et donc fasse découvrir aussi du patrimoine, de la culture, de la nature d'Île-de-France à proximité de Paris. Je note quand même les noms des vainqueurs, hein, puisque vous avez tous extrêmement bien couru, mais il y a un vainqueur, évidemment, un pro. Il s'appelle Yemane Beran Kripa. Il s'est imposé en 2 heures, 5 minutes et 18 secondes. Il a donc établi un nouveau record personnel. Chez les femmes, je ne suis pas sûre de savoir le prononcer non plus. Chour de mise, qui marque cette édition. Elle est éthiopienne, elle l'emporte en 2 heures, 18 minutes et 33 secondes et elle signe le record de l'épreuve. C'est votre objectif pour la prochaine étape, Ronan? Non, vous en êtes pas loin. Hein. Ah, si, j'en suis loin. Si, j'en suis très loin. Donc non, je n'ai pas ce type d'objectif. On va se contenter d'aller faire un footing de temps en temps sur les quais de Seine et ce sera très bien comme ça. J'ai quand même une dernière question qui me brûle les lèvres. On a dit qu'il y avait 60 000 personnes au départ. Il y a 57 464 finishers. Où sont passés les autres? Je pense qu'il y en a certains qui n'ont pas pris le départ, finalement. Ah, vous pensez que c'est plutôt ça? Il y a aussi des personnes qui se sont blessées ou qui, pour une raison X ou Y... J'en ai vu un qui ressemblait à un chewing-gum au bout de 30 km et qui était tout chancelant. Voilà, puis il y a des gens qui, pour des raisons X ou Y, se sont inscrits et n'ont pas pris le départ, tout simplement. Et puis d'autres qui restent, pour le coup, qui ne finissent pas tout simplement la course. Et moi, ça m'a beaucoup marqué. Je pense qu'on est arrivé à peu près dans les mêmes laps de temps. Sur les 2 derniers kilomètres, c'est là où j'ai vu le plus d'abandon, mais de gens qui étaient à terre, parfois inconscients, qui étaient évacués en civière, vraiment tout près de l'arrivée, quoi. Et donc des abandons, je ne sais pas s'il y a eu beaucoup d'abandons de ce type-là, mais en tout cas, ça existe évidemment. Sur les 3000 et quelques... On peut se blesser aussi pendant la course. On rappelle qu'il faut faire attention à soi, évidemment, et prendre en compte la manière dont on se sent. Si on se sent mal, on s'arrête, puisque l'idée n'est pas de finir dans un état pas possible. Merci beaucoup à tous les 4 d'avoir participé à cette discussion autour du marathon de Paris. Et on passe tout de suite à l'entretien culture. À l'occasion de l'exposition Michel-Ange Rodin, Corps vivant, le Louvre accueille 8 danseurs du Ballet de l'Opéra national de Paris, dont 5 de ses étoiles pour des soirées absolument inoubliables sous la pyramide. Un hommage au corps sculpté de ces 2 génies et l'occasion unique pour le public de redécouvrir quelques-uns des plus grands duos du répertoire. On en parle avec vous. Luc Bougnol-Lafont, vous êtes directeur de l'auditorium et des spectacles du musée du Louvre. Alors le Louvre qui organise une rencontre avec l'Opéra de Paris, c'est un peu 2 titans du monde de la culture qui se serrent la main. Ça promet déjà d'être des soirées exceptionnelles. Oui, je pense que ça va être une soirée mémorable pour les spectateurs qui vont avoir la chance d'assister à ce moment, à cette rencontre. C'est une semaine de rencontres au Louvre, puisque nous ouvrons mercredi cette grande exposition, Michel-Ange Rodin, vous l'avez dit, ce dialogue, cette rencontre entre 2 géants de la sculpture occidentale qui ont beaucoup de choses à se dire à 400 ans d'écart temporel. Donc il y a un dialogue entre Michel-Ange et Rodin. Et il nous a semblé au Louvre, parce que vous savez que au Louvre, nous aimons bien organiser des rencontres entre les arts, des dialogues entre les arts visuels, mais aussi la musique, la danse, le cinéma parfois. Et là, la rencontre entre la danse et la sculpture nous paraissait une évidence. D'une certaine manière, la danse, c'est la sculpture en mouvement.
Et à partir de là, il nous a semblé un petit peu naturel d'inviter le ballet de l'Opéra de Paris. Pas seulement parce que ce sont nos voisins, nous sommes à quelques centaines de mètres du Palais Garnier, mais aussi parce que c'est la première compagnie, notre première compagnie nationale de danse. On avait très envie de travailler ensemble depuis longtemps. Et puis, c'est une manière pour nous aussi de renouer une tradition, puisque les plus anciens se souviendront que dans les années 70, Rudolf Nureyev venait danser au Louvre avec le ballet de l'Opéra de Paris dans la cour carrée. Et donc, d'une certaine manière, cette semaine, ce week-end... C'est un hommage aussi à ces moments. C'est un hommage à ces moments, à une autre occasion, sous une autre forme. C'est vrai que quand on pense à cette exposition, vous avez parlé de ce dialogue des corps sculptés entre Michel-Ange et Rodin, on imagine tout de suite assez naturellement que le répertoire du ballet de l'Opéra de Paris va tout à fait répondre de manière harmonieuse à cette proposition. En revanche, ça reste quelque chose à construire, à définir, à délimiter. Comment est-ce que ça s'est passé, cette partie artistique, créative finalement ? C'était un moment de discussion très passionnant avec José Martinez, le directeur de la danse. Le directeur de la danse qui nous a réservé le meilleur accueil et qui tout de suite a souhaité jouer le jeu. Et on est parti de l'idée de ce duo, d'une certaine manière, de ces deux grands sculpteurs. Et à partir de cette idée de dialogue et de duo, on en est venu à l'idée de présenter des duos, justement, des grands duos mythiques du répertoire de l'Opéra de Paris, du ballet de l'Opéra de Paris. Ça va du début du XXe siècle, de Frédéric Ashton jusqu'à Angelin Preljockage. Donc on pourra voir et revoir, mais dans un cadre très particulier, des extraits de ces grands ballets sous forme de duo, mais aussi, très vite, il nous a apparu intéressant de confier une création à un chorégraphe inspiré par l'exposition et inspiré par l'œuvre de Michel-Ange Rodin. Ce sera donc le jeune chorégraphe Yvon Demolle qui est en train de travailler au moment où nous parlons, qui est en répétition à Garnier pour nous présenter cette œuvre. Il a beaucoup discuté avec les historiens d'art, avec les conservateurs de l'exposition, Marc Bormand et Chloé Ariot. Parce que ce n'est pas qu'un moment d'émerveillement. Il faut que ça ait du sens. Il faut que ça ait du sens. Et il faut que ça ait pleinement du sens et que le spectateur, en sortant de cette soirée, comprennent vraiment les liens si intimes que les danseurs connaissent. Comprennent et connaissent naturellement. Comprennent. Le jeune Guillaume Diop raconte comment, à l'école du ballet de l'Opéra de Paris, il fallait sculpter son corps. Et chaque matin, c'était rien que dans le vocabulaire, on retrouve absolument le rocher de Sisyphe. Et d'ailleurs, le lien sera d'autant plus évident qu'à la sortie du spectacle, les spectateurs pourront aller voir l'exposition. C'est génial, ça, je trouve que c'est une très belle idée. Donc je crois que c'est une soirée assez exceptionnelle, disons-le, qui est proposée ces deux soirs. Puis on imagine évidemment les danseurs, les étoiles du ballet de l'Opéra de Paris danser sous les pyramides du Louvre, sous la Grande Pyramide. C'est assez magique. C'est absolument magique parce qu'à la nuit tombée, donc on est sous la Grande Pyramide et à travers le verre translucide. Il y a tout un jeu de reflets, non, Il y a un jeu de reflets qui s'opère et puis on voit les étoiles si c'est une nuit étoilée et on voit les façades éclairées et magnifiquement éclairées du Louvre. Donc il y a vraiment une ambiance magique. Et puis l'expérience sera, je pense, très unique à la fois pour les spectateurs et pour les danseurs. C'est cette expérience de la proximité. Parce que d'habitude, quand vous allez voir les danseurs de l'Opéra de Paris il y a cette distance qui est imposée par le lieu. Même certains viennent avec des jumelles pour les jumelles de théâtre, les fameuses jumelles qu'on voit de moins aujourd'hui, mais pour voir. Oui, mais ça fait quand même partie de la culture, en effet, du théâtre. Et là, vous aurez les danseurs et les danseuses à proximité immédiate, à quelques mètres seulement. Donc c'est une expérience. C'est hyper rare. Ça n'arrive jamais. Et pour les danseurs eux-mêmes, et moi je n'y avais pas pensé, c'est que pour les danseurs aussi, ce sera une expérience très, très inhabituelle. Comment est-ce qu'eux ont réagi d'ailleurs à ce projet ? Mais très excités, parce que ça change. C'est un challenge nouveau pour eux. De danser comme ça dans une intimité immédiate avec les spectateurs, ils n'en ont pas l'habitude. Et je pense que c'est ce qui leur plaît aussi, et de vivre cette expérience et de relever ces défis. Là, je reconnais évidemment 2 étoiles du ballet. Mais il y aura 6 danseurs étoiles et 2 premiers danseurs. C'est exceptionnel.
C'est exceptionnel. Donc on aura Guillaume Diop, Laure Bolac, Dorothée Gilbert, Hugo Marchand, Marc Moreau, Sylvia Saint-Martin et d'autres encore. Donc c'est une affiche de rêve. Mais il semble que tous les danseurs voulaient participer. Et oui, ils se sont même battus, bien sûr, évidemment. Ça sera accompagné en musique. En musique par les musiciens de l'Orchestre de Paris. Je pense que c'est un projet pour deux grandes institutions, vous l'avez dit au début de notre conversation, deux grandes institutions comme les nôtres. C'est très excitant de travailler les uns avec les autres parce que on est dans l'innovation, dans la nouveauté, dans la créativité. Puis c'est très agréable de décloisonner aussi ces arts et ça permet de décloisonner et ça permet d'avancer, ça permet de voir les choses autrement. Bon, et puis c'est toujours d'excellent goût, évidemment, et avec l'élégance qui est inhérente au musée du Louvre et à ce que vous proposez d'habitude. Une question sur la scénographie. Comment est-ce qu'elle est pensée? Il faut que ça soit assez minimaliste, puisque finalement, c'est le lieu et les danseurs qui vont être au centre. Vous l'avez dit, c'est le plus simple possible. Et c'était l'idée de départ avec José Martinez. On est dans un musée, on n'est pas sur une... On s'adapte. On s'adapte. Il n'est pas question d'imaginer, de rajouter des éléments de décor. Donc ce sera juste le corps des danseurs et le soleil qui va tomber sur la pyramide. Et c'est tout. Et on n'a besoin de rien d'autre. Est-ce que c'est aussi une manière, dans les différents publics que vous allez séduire forcément avec une opération comme celle-ci, de proposer d'autres types de rencontres, de dire mais le musée du Louvre, c'est un musée vivant. L'Opéra de Paris, c'est pareil, ce n'est pas qu'une maison où on trouve des billets hors de prix et où c'est extrêmement compliqué, c'est inaccessible, ça dure 3 heures. Là, on est sur un format repensé, différent, qui finalement permet à des publics, notamment à des jeunes peut-être, de se sentir embarqués. Tout à fait. Je crois que c'est très important pour nos institutions, vous l'avez dit, tant pour l'Opéra de Paris que pour nous, de renouveler le public et de s'ouvrir à un public. Alors pour le Louvre, c'est une question très brûlante, je dirais, c'est celle de faire revenir le public parisien, de redonner au public de proximité le goût du Louvre. Qui est un peu moins présent. Qui est moins présent par la force des choses, parce que c'est un musée qui attire énormément des touristes. Le monde entier. Ouais. Mais il est important aussi que le public de proximité se sente chez lui au Louvre et vienne se laisser c'est pour eux, éblouir. C'est pour les Parisiens, ce spectacle. C'est surtout pour les Franciliens, absolument. Les Franciliens et les Parisiens qui vont pouvoir se régaler, évidemment. Je note aussi cette volonté, vous l'avez rappelé, qu'il y ait du sens, qu'il y ait une cohérence, une symbiose avec les collections. Ça, c'est hyper important. C'est pas juste de l'événementiel, il faut le répéter. C'est important, il y a une vraie création artistique derrière. À chaque fois que nous présentons des spectacles de ce type et des créations, il est important pour nous que le public comprenne que ce n'est pas juste de la belle danse dans un beau décor. Exactement. Et qu'on veut aller plus loin. Et c'est là où c'est vraiment intéressant. Et le Louvre permet cela et la danse permet cela. Parmi les opérations précédentes, les spectacles que vous avez menés, accompagnés, réussis, lequel vous marque? Quelle est la réunion qui vous a le plus plu? Je dirais, c'est très difficile, c'est une question auquel j'aurais du mal à répondre, mais puis, si nous parlons juste de la danse, ce sont les invitations à Anne-Theresa de Kersmacher, grande dame de la danse contemporaine, en 2023, et plus récemment l'invitation de François Chéniaud, autre grand chorégraphe, dans les douves du Moyen-Âge, du Louvre, qui était un moment aussi suspendu, j'imagine, complètement suspendu, et que je pense dont tout le monde se souvient avec une grande émotion. Parmi les émotions évidentes, il y a aussi ceux qui connaissent bien l'œuvre de Michel-Ange et de Rodin et qui vont y voir beaucoup de naturel dans cette création. Pour Rodin, la danse, c'était une forme d'évidence, finalement. Ça fait partie du corps, de la mise en mouvement. Il y a quelque chose d'assez naturel. Vous parlez aussi aux connaisseurs, aux amateurs de sculpture, là, à ceux qui vont pouvoir mener leur réflexion un peu plus loin. Mais bien sûr, on veut parler absolument à tout le monde. Et vous savez, cette idée de faire venir la danse à l'occasion de Michel-Ange Rodin, elle est venue aussi naturellement du sous-titre de l'exposition, qui est, le titre est Michel-Ange Rodin, corps vivant. Tout est dit dans le sous-titre. Un corps vivant est un corps qui danse. Et le corps chez Michel-Ange et Rodin, c'est le grand point commun entre ces deux artistes qui ont chacun révolutionné, encore une fois, des périodes différentes, l'art occidental de la sculpture, mais qui ont un point commun d'avoir voulu, à travers leur art, rendre le corps vivant, à travers cette énergie. C'est un très bel hommage aussi que vous rendez à ces deux géants. Je l'espère, je le crois.
Vous l'avez dit, et je trouve ça absolument génial, après le ballet, après ce moment de danse, il y a un accès qui est prévu à l'exposition directement. Ça, je trouve ça assez génial de s'émerveiller de cette proposition absolument géniale sous la pyramide et ensuite d'aller découvrir l'exposition. Ça, c'était une évidence ? C'était une évidence. Non, vous auriez pu faire dans l'autre sens. D'aller d'abord voir l'exposition et les deux étaient possibles. Les deux étaient possibles, mais je pense que ça a quand même plus de sens. Je pense que le public verra Michel-Ange et Rodin. D'un autre œil ? Pas tout à fait de la même manière qu'avant et après le spectacle. Et là, vous avez déjà fait le test avec les répétitions ou avec ce que vous avez déjà deviné de ce qui allait se passer bien sûr, pendant ces soirées ? Oui, parce que j'ai un petit peu assisté au Palais Garnier. Oui, il y a la mise en place de tout ça. Des répétitions et puis le travail du chorégraphe Yvon Demol qui a longuement regardé Michel-Ange et Rodin à travers des images et je l'ai accompagné un petit peu dans ce chemin, évidemment très modestement, c'est lui l'artiste et le créateur, mais quand je vois maintenant l'œuvre de Michel-Ange et de Rodin, je ne la vois pas tout à fait de la même manière et je pense que y compris les historiens d'art, ceux qui sont les experts, peut-être ils verront des choses nouvelles. C'est génial. J'en suis intimement persuadé. Quelles sont les émotions que vous espérez voir naître chez le public ? Les émotions, l'émotion qu'on peut ressentir devant la beauté absolue. Donc beaucoup d'émerveillement, il va y avoir, beaucoup d'émerveillement. J'imagine, cette étincelle dans l'œil quand on voit quelque chose qui est assez unique, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et c'est vrai que c'est une opportunité assez incroyable de découvrir les danseurs comme ça, absolument, dans ce dialogue. Absolument. Et je pense que c'est un beau lancement pour Michel-Ange Rodin, un bel hommage, je reprends votre mot, et nous le poursuivrons pendant les 4 mois de l'exposition, puisque, si vous me permettez, nous allons aussi célébrer les liens entre le cinéma et le corps. Génial. Avec un grand festival de cinéma qui s'appelle Le Corps à l'écran. Claire Denis viendra présenter Beau Travail, qui est un film qui est un hommage aussi au corps en ouverture de ce cycle, et puis des concerts aussi. Donc voilà, pendant les 4 mois de l'exposition, il y a une programmation très riche pour croiser les arts. Pour croiser les arts. Vous viendrez continuer à nous en parler alors, parce que c'est absolument génial. Moi, j'adore quand les expositions vivent comme ça. Je trouve que c'est formidable. Il y a tout qui est pensé pour tous les publics, pour les jeunes, pour les amateurs de cinéma, là, pour les amateurs de ballet, de belles choses, surtout puisque c'est évidemment l'idée. Qu'est-ce qui en fera une soirée réussie ? Pardon ? Qu'est-ce qui en fera une soirée réussie ? Vous, à quel moment vous direz « c'est réussi » ? Je pense que ça, je le vois je le sens après les premières minutes. Je le sens à la qualité du silence. De l'écoute, j'allais dire. De l'écoute ou du silence. Il y a quelque chose qui se passe. Alors, on peut se tromper, mais généralement, au bout de quelques minutes, on sent si la mayonnaise prend, si vous me permettez cette expression. J'ai pas trop de doute. Et puis après, j'ai pas trop de doute non plus. Et puis après, à la sortie du spectacle, à la fin du spectacle, les premiers regards disent tout. Et moi, j'écouterai aussi les premières conversations quand on continue à se balader dans l'exposition. Absolument. Et que l'émotion continue à irriguer ce parcours. Je pense que je vais laisser traîner mon oreille moi-même. Chanceux. Merci beaucoup de nous avoir parlé de ce très beau moment à l'Opéra. Pas du tout, au musée du... Vous voyez, je m'en mêle. C'est parce qu'on parle des deux depuis le début. Au musée du Louvre, sous la pyramide, les danseurs du ballet de l'Opéra de Paris pour un dialogue magnifique avec cette exposition Michel-Ange Rodin, corps vivant. Merci beaucoup d'être venu nous en parler dans l'émission. Merci à vous. Et on passe tout de suite à l'histoire. Merci. Objets de luxe, instruments diplomatiques, symboles sociaux ou encore butins de guerre, certaines œuvres d'art condensent à elles seules depuis plusieurs siècles d'histoire. L'exposition Sèvres, une passion Rothschild propose précisément cette lecture. À travers la porcelaine, elle éclaire les transformations politiques, économiques et culturelles de l'Europe moderne et contemporaine. On va en parler avec 2 expertes. Hélène Cavalier, vous êtes directrice adjointe des collections du mobilier national et vous êtes accompagnée d'Oriane Beaufils. Vous êtes commissaire de cette très belle exposition. La production de la manufacture de Sèvres est intimement liée à la monarchie française. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'un outil de soft power avant l'heure ?
Ah, tout à fait. On crée la porcelaine de Sèvres comme un outil de soft power. C'est-à-dire qu'à l'origine, on ne maîtrisait pas la technique qui permettait de faire la porcelaine comme à Meissen avec du kaolin qui permettait une blancheur incomparable. La France a développé cette pâte tendre de Sèvres qui est devenue un must pour toutes les monarchies européennes. Ok, tout le monde voulait cette qualité de porcelaine. Tout le monde, toutes les couleurs. Personne n'avait réussi à faire le bleu céleste, le rose pompadour, le vert. Toute cette richesse de couleurs, c'était un savoir-faire unique en France que toute l'Europe s'est arrachée. Est-ce que ça dit aussi quelque chose de nos savoir-faire, de la qualité de nos artisans ? Tout à fait. À l'époque, on a une série de manufactures royales qui travaillent pour le prestige de l'État. On a à la fois la manufacture de Sèvres, mais on a aussi les tapis de la savonnerie qu'on a vus au Grand Palais récemment. Exposition magnifique et assez unique, en effet, où on a pu présenter ces tapis. Exactement, on a la manufacture des Gobelins. Et ce qui est très intéressant, c'est que chaque souverain d'Europe, spécialement les plus gros, veut montrer de son empreinte la puissance de son État par ses manufactures. Donc autant en France, on a cette série-là, et on va avoir aussi des porcelaines en Allemagne, on va en avoir en Espagne. Et donc le but étant de rivaliser et de montrer les savoir-faire chacun de son pays. Ce qui est intéressant, c'est qu'après la Révolution française, ces objets, ils vont changer de statut. Comment est-ce qu'on explique leur passage d'objets de cour à véritablement des objets de collection ? Alors, ils sont déjà un peu des objets de collection, mais ils sont beaucoup des objets d'usage. Donc, les vases de fleurs, on met vraiment des fleurs dedans. Et en fait, ils deviennent après des objets prisés parce qu'ils sont beaux, mais aussi parce qu'ils disent quelque chose de ce qu'était le goût avant la Révolution. Et en Angleterre, où ils ont un succès fou, c'est surtout là. Tout le monde veut vivre comme Marie-Antoinette, en fait. Et c'est ça. Donc, on a l'impression de s'acheter une part de la vie de Marie-Antoinette et une part de l'histoire de France à ce moment-là. Exactement. Et c'est ce qu'on vient rechercher, clairement, c'est ce qu'on achète quand on achète une porcelaine de Sèvres ? Oui, on achète un morceau de savoir-faire et puis on achète un objet qui a été commandé par quelqu'un d'autre avant, un service de table qu'on peut utiliser. Donc, c'est aussi les arts de la table qu'on met en valeur avec la porcelaine de Sèvres. C'est vraiment quelque chose qui est très particulier à la France, d'avoir insufflé une sorte de nouveau génie dans les arts de la table que la manufacture de Sèvres incarne. Et ça, tout le monde nous l'envie ? Je crois, il n'y a qu'à voir l'intérêt que portent par exemple les Français lorsqu'il y a une grande réception d'État au Palais de l'Élysée. Le choix du service, la couleur de la nappe, tout ça intéresse énormément. On avait reçu d'ailleurs un expert, je crois que le livre s'appelle « Les tables d'argent ». C'est un ouvrage magnifique, un volume incroyable où il raconte ses dîners d'État et où il explique la place de la porcelaine de Sèvres et d'autres collections nationales dans en effet la composition de ce qu'est un dîner d'État. Et c'est vrai que l'art de vivre et l'art de la table à la française a une place très importante. Comment est-ce que la famille Rothschild s'inscrit dans cette recomposition du goût ? La famille Rothschild, c'est une famille d'immenses collectionneurs. Ils ont tout collectionné, les oiseaux, la porcelaine de Sèvres, le mobilier, les tableaux, même les puces, donc tout. Lorsqu'ils, finalement, à partir de Francfort, essaiment un peu en Europe, ils se mettent à collectionner. Et la porcelaine de Sèvres, c'est le genre d'objet, vous ne pouvez pas en avoir 3. En fait, quand vous en avez 3, vous voulez en avoir 300. D'accord. Donc, très vite, avec les succès de la banque Rothschild Frères en France et de ses différentes succursales, ils peuvent se permettre d'en avoir plusieurs. Ils peuvent se permettre. Et ils en ont, Alphonse de Rothschild, il a 150 vases. Et je ne parle même pas des services de table. C'est énorme, je ne me rends pas compte. C'est énorme. C'est une des plus grosses collections ? C'est le plus gros collectionneur de la famille Rothschild. Et effectivement, à part Richard Wallace, donc la Wallace Collection et quelques autres comme JP Morgan, en personne n'a égalé cette collection. Le roi d'Angleterre, qui était George IV, qui a été le plus gros collectionneur de Sèvres, mais un peu plus tôt. Et oui, et ils se sont disputés entre eux les objets. C'est aussi ça qui est assez intéressant, c'est qu'au sein de la famille... C'est un mercato de porcelaine de Sèvres. Qui va avoir les vases roses du prince de Condé, le vaisseau de Madame de Pompadour ou l'éléphant de Louis XV. Pourquoi la famille Rothschild s'intéresse d'aussi près à ces beautés ? Alors, je pense que c'est une famille qui a énormément de goût. Et puis, c'est un goût qu'ils se transmettent aussi avec des liens familiaux qui restent. En fait, ils restent par mariage dans la famille. Et puis, il y a aussi des transmissions de génération à génération. Donc, il y a un objet qui raconte une histoire. Et puis, il y a aussi une part d'histoire familiale ensuite qui est transmise dans ces objets. Donc, c'est un objet qui a du sens. C'est un objet de sens et de famille aussi. Ouais. Et d'émotion assez souvent, parce qu'on va transmettre tel vase à sa belle-fille qu'on aimait bien, ou au contraire, une toute petite fourchette à une nièce moins sympa. Donc il y a vraiment, on sent un langage. On sent la force du lien familial à travers les dons, les legs. Est-ce qu'on peut dire que justement ces collections, elles participent à une sorte de réécriture de l'histoire sociale européenne ? Oui, alors c'est une histoire du goût. À quel moment est-ce qu'on aime la porcelaine de Sèvres ? Est-ce qu'on l'utilise ou est-ce qu'on l'expose ? Donc ça, c'est une histoire du goût et de l'art de vivre. Il y a des codes aussi, j'imagine, pour savoir les utiliser, à quelle occasion, comment. On sait que la porcelaine de Sèvres, elle est plus sensible à la chaleur. Donc effectivement, une famille bien éduquée l'utilisera surtout pour l'entrée et bien forcément pour les plats chauds. Il y a plein de petits codes, effectivement, comme cela.
Est-ce que ça montre aussi l'importance des circulations européennes? Parce que vous nous avez raconté ce que j'ai qualifié de manière un peu alambiquée de mercato, mais finalement, c'est ces mouvements de cette porcelaine de Sèvres qui est très désirée, qui est donc échangée, on l'imagine, vendue. Bien sûr, échangé, vendu, puis parfois il y a des problèmes d'authenticité. C'est aussi le moment où il y avait déjà des faux? Bien sûr, il y en a depuis le XVIIIe siècle, début du XIXe siècle. Le marché de l'art se constitue, Drouot ouvre ses portes en 1852, Paris devient une place forte du marché de l'art. Il y a plein de marchands qui évidemment ont assez envie de travailler avec la famille Rothschild, puisque c'est une sorte de rente à vie si on fournit la famille Rothschild. Et parfois on se rend compte qu'il y a une paire de vases qu'on appelle les telephone vases, parce qu'un des Rothschild s'est rendu compte que son vase était faux, il a appelé le marchand, en fait un de ses cousins l'a racheté, il y a tout plein d'histoires de ce type qui sont assez amusantes. Ok, donc c'est vraiment quelque chose en plus qui permet d'expliquer les relations qu'entretiennent la famille Rothschild avec leur cercle et puis avec tout cet écosystème, puisque c'est un véritable écosystème qu'on décrit. Et leur connaissance en fait. Ils connaissent leurs objets, ils veulent les connaître et ils les font cataloguer. Ils sont les premiers à faire cataloguer leur collection par exemple, ce qui est quelque chose d'assez novateur, et prendre en photo, ce qui est évidemment très utile pour écrire le catalogue de l'exposition. J'imagine. La révolution aussi a... en fait, libérer un nombre de porcelaines de Sèvres sur le marché, qui fait qu'il y a une émulation dans cette période du début du 19e siècle, tant à Paris, mais aussi on va aller les collectionner dans le monde entier, parce qu'il y a un envoi en fait, dans le monde entier à ce moment-là. Et ça coûtait pas cher. Et par exemple, vous prenez... C'est-à-dire ça coûtait pas aussi cher. En fait, quand les Rothschild se sont mis à collectionner ça, entre eux, ils ont fait monter les prix. En 1905, quand Alphonse de Rothschild meurt, une paire de vases de Sèvres qui est dans l'exposition vaut 2 fois le prix de l'astronome de Vermeer. C'est pas vrai. Aujourd'hui, c'est inimaginable, 2 fois le prix. 80 000 francs en 1905, l'astronome était à 40 000 francs. C'est un délit d'initié, pratique commerciale. C'est la mode. Je plaisante, bien sûr. C'est la mode. Et l'astronome Vermeer vaut moins que des vases de Sèvres à l'époque. Incroyable. C'est dire, c'était une ruine de s'acheter 2 vases. J'aimerais qu'on parle de la section qui est consacrée aux spoliations pendant la Seconde Guerre mondiale parce qu'elle est particulièrement marquante. En quoi est-ce que ces événements vont modifier notre regard sur ces objets ? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, se rendre compte que la spoliation, c'est quelque chose, 1, de massif et 2, de très organisé. Il y a un certain nombre de papiers d'archives qu'on présente dans l'exposition qui disent même ça a été assez compliqué de spolier la famille Rothschild parce qu'ils ont tellement de maisons que ça a mis 2 ans pour qu'on y arrive au bout. C'est vraiment écrit noir sur blanc. C'est très organisé. La spoliation, elle concerne absolument tous les objets. Mais la porcelaine, c'est complexe. Vous avez tant d'assiettes, la tasse, sa soucoupe. Donc, dans le processus qui a suivi la spoliation, qui est celui de la restitution, il y a pu y avoir des choses qui ont été mal rangées, mal comprises. Okay. Et justement, au cours du travail mené pour cette exposition, l'autre commissaire de l'exposition, Viviane Mesqui, a découvert à la manufacture de Sèvres, dans les collections, un certain nombre d'objets qui n'avaient jamais été restitués, qui avaient été séquestrés et puis qui n'ont jamais été restitués. Et elle a lancé donc le processus de restitution auprès de la famille et de ses ayants droit aujourd'hui, ce qui est assez émouvant en fait comme découverte. Et comment s'est passé ce processus de restitution ? C'est en cours. C'est toujours en cours. Là, on a demandé si on pouvait exposer ces objets au sein de l'exposition. Bien sûr, ça a été possible. Et c'est assez fort parce qu'on voit qu'en fait, finalement, ces histoires-là continuent. Donc ça, c'est pour la France, mais il y a l'Autriche, il y a l'Allemagne. Et en fait, on voit que ce sont encore des histoires vivantes et qu'il y a encore des gens qui se souviennent de cette histoire. J'aimerais qu'on dise un mot d'une figure particulièrement importante aussi quand on évoque ce sujet, c'est Béatrice Ephrussi de Rothschild qui incarne une autre étape, celle de la patrimonialisation. Est-ce qu'on peut y voir une évolution aussi de notre rapport à l'art ? Ah bien sûr, Béatrice Ephrussi, alors elle suit une mode parce qu'il y a eu Nelly Jacquemart avec le musée Jacquemart-André, mais c'est le premier musée Rothschild qui ouvre en France, le premier musée Rothschild qui ouvre même en Europe. Il faut attendre 20 ans pour que Waddesdon Manor ouvre ses portes en Angleterre. Elle lègue ses collections à l'Académie des Beaux-Arts, dont son père était membre, et en 1938 ouvre le musée Île-de-France, la Villa Ephrussi de Rothschild à Saint-Jean-Cap-Ferrat. C'est plus de 6000 objets, juste au bord de la mer, ce que Jacques Garcia avait qualifié ça de style Rothschild bord de mer. Et c'est exactement ça, vous trouvez les mêmes commodes, les mêmes Sèvres, le même goût, mais avec le soleil. Pas mal. Une question aussi sur ce que ça veut dire aujourd'hui pour nous. Comment est-ce que ces porcelaines sont devenues finalement des sources historiques au même titre que certaines archives ? Aujourd'hui, on arrive à voir l'ensemble d'une vie de famille à travers ces porcelaines. Et puis, on voit une histoire de France aussi, en fait, à travers ces récits. Et vous verrez, vous avez vu l'exposition Sacre, vous les avez chroniquées. Tout à fait. L'exposition Tapis du Roi Soleil. Et puis là, vous allez voir vraiment un décor à la Rothschild. Vous allez entrer dans cette exposition. On ne vous a montré justement aucune image pour que visiteurs, vous ayez tous envie de venir voir ce que c'est que de vivre à la Rothschild dans un goût porcelaine, mais un goût porcelaine complètement dans son univers. On a hâte de découvrir cette exposition. Merci beaucoup à toutes les deux de nous l'avoir si bien présentée et de nous avoir permis d'en apprendre
autant. C'était un plaisir de vous recevoir. Cette exposition Sèvres, une passion Rothschild. Merci beaucoup, à très bientôt. Et moi, je vous dis rendez-vous à demain dans l'émission 19h30 pour Bienvenue en Ile-de-France. Et en attendant, je vous souhaite une excellente soirée sur le Figaro TV.